Enfin, vraiment, avant de commencer, je veux vous rappeler que c'est pas compliqué d'être un bon vendeur. Que moi, pour le coup, j'étais très, très, très mauvaise sur ça. En plus, j'avais pas du tout une formation commerciale et j'étais RH. Donc, en plus, je connaissais bien ma cible, mais j'avais aucune notion de ce qui se fait ou pas. Et quand on comprend comment ça marche et qu'on a la bonne méthode, disons, c'est possible très facilement de vendre. Donc, normalement, tout le monde peut y arriver. Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, juste pour récapituler très rapidement, c'était l'obtention du rendez-vous numéro 1, qui est la qualification. Comment faire une bonne qualification, comment identifier qu'un projet existe vraiment. Ensuite, le rendez-vous de présentation de la valeur de votre projet et de construction du projet. On s'est arrêté là, on a vu vraiment les différents modèles de valeurs et on va voir aujourd'hui comment ça se passe sur un rendez-vous de démo, quelle construction, en tout cas quelle proposition commerciale on va faire, comment ça se passe la négociation, la contractualisation. On avait vu qualification argumentaire, là on va parler de terrain de jeu et de driver la relation. Donc on est toujours dans un cycle de vente complexe là, donc c'est-à-dire avec plusieurs interlocuteurs, un cycle de vente dont on ne va pas maîtriser forcément le timing, dont on n'est pas toujours sûr du fonctionnement de l'entreprise, donc on est sur quelque chose qui est un peu plus complexe. On avait vu sur l'argumentaire la méthode du CAB et la méthode du SPIN. D'ailleurs, sur la méthode du CAB, j'espère que vous avez bien compris que c'était un travail assez important qu'il fallait que vous réalisiez et que ça nécessite notamment des exercices pour le faire. Et donc là, on va parler de la démo. La démo qui, pour moi, est vraiment un faux ami. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, ça l'était beaucoup pour moi et ça l'est encore beaucoup. C'est que dans mon cycle de vente, mes prospects me demandent toujours de faire une démo. Et souvent, ils me le demandent hyper rapidement. Et moi, j'ai pas envie de leur faire de démo. J'ai pas envie de leur faire de démo trop rapidement parce que une fois qu'ils ont ça, ils ont plus besoin de me parler. Déjà, ça c'est un premier point, c'est que la démo, elle doit arriver à un moment du cycle qui est pertinent pour eux et pas au moment où ils le demandent. Donc ça va être à vous de driver ça pour que quand la démo arrive, vous ayez déjà toutes les informations de qualification, vous ayez déjà fait la présentation qui leur permettent de voir la valeur, d'avoir une vision globale de ce que vous proposez par rapport à leurs besoins. Et ensuite, encore dans un temps qui suit, ils vont probablement revenir avec leur besoin de toucher quelque chose de concret et ils vont demander une démo. Mais alors la démo, c'est la même chose que la présentation, que le CAB. En fait, on ne va pas tout présenter parce que déjà, même si nos produits ils sont sympas, c'est toujours plein de clics, c'est toujours compliqué. En fait, quand on fait une démo, le risque, c'est qu'on passe un peu du rêve à la réalité. Et on n'a pas du tout envie d'arrêter le rêve dans le cycle commercial. On a envie qu'il continue de se dire que ça va être incroyable et en fait, qu'il soit porté par la valeur. Du coup, quand on fait une démo, alors moi, j'ai mis 10 minutes maximum, mais pour pas trop vous choquer, mais en réalité, moi, c'est 5 minutes maximum, la démo. Donc, on a fait une qualification. Ensuite, on a fait un rendez-vous de présentation qui est vraiment centré sur le besoin de la personne. Donc, elle a vraiment vu la valeur. Et ensuite, elle m'a dit, bon, ok, mais moi, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de concret, donc je voudrais une démo. Donc, on prévoit un rendez-vous suivant. Et en fait, ce rendez-vous-là, la démo, elle va représenter vraiment que 5 minutes du rendez-vous parce que le reste du rendez-vous, ça va être de la construction de projet, ça va être de la validation d'éléments. Et dans la démo, je vais leur montrer, en gros, sur mon produit, les 3 pages, grosso modo, qui correspondent à la valeur qu'ils ont perçue déjà dans le rendez-vous d'avant. Donc, moi, j'ai une page de tableau de bord avec des jolis graphiques, etc. Et en général, ça suffit plus ou moins. Il ne faut surtout pas rentrer dans le détail d'expliquer les paramétrages, etc. Il ne faut jamais faire l'amalgame avec presque une formation. Et il y a un point aussi, c'est que selon qui est votre interlocuteur, si vous avez un interlocuteur qui est plutôt de bas niveau, qui va être opérationnel dans le projet, il va avoir tendance pour lui, ça va être beaucoup plus important la démo parce qu'il va vouloir se projeter opérationnellement sur comment ça marche. Et donc lui, il risque d'être un peu relou, de vouloir voir les clics, etc. C'est plus compliqué à gérer. Quand vous êtes sur un interlocuteur haut niveau, celui qui va prendre la décision et celui qui va payer en général, en fait, il s'en fout un petit peu de la partie opérationnelle de ça. C'est pas son sujet, lui, il va pas le gérer. Il faut vraiment considérer que les gens ne vont pas retenir plus de 3 choses. Donc, ça ne sert à rien de les perdre avec plein de features et de leur montrer tout ce que vous pouvez faire, etc. Et en plus de ça, comme on essaye de driver la relation de sorte à ce qu'on attende toujours quelque chose de la personne en face, on ne peut pas lui donner trop tout de suite. Donc, la démo, il faut vraiment que ça arrive un peu plus tard. En fait, le problème, j'ai l'impression dans ta situation, c'est que la démo te sert à faire comprendre ce que tu fais.
Et du coup, ça me donne l'impression que ce qu'il faudrait plutôt, c'est que tu fasses un travail beaucoup plus clair sur la valeur et sur l'argumentaire, notamment avec ce dont on a parlé la dernière fois sur le CAB, sur vraiment arriver à savoir à chaque besoin comment est-ce que tu y réponds et quelle valeur tu apportes. Parce que, en fait, ce que tu dis là, c'est que les gens n'ont pas l'air de bien comprendre ou bien de se rendre compte de ce que tu proposes et que du coup, la démo te permet d'accompagner ça. À voir, peut-être que tu es sur un métier qui est tellement innovant que du coup, tu n'as pas d'autres moyens de faire et dans ce cas-là, tu es obligé de t'adapter à ton contexte, hein, c'est sûr. Et si ça ne te pose pas de problème dans ton cycle de vente, effectivement, tu aurais tort de t'en priver. Dans mon cas, ce que j'ai constaté, c'est que si jamais j'allais dans une démo trop tôt, les gens avaient l'impression de tout savoir, de tout comprendre et ils écoutaient plus ce que j'avais à leur dire. Ils restaient bloqués sur des petits détails qui allaient rester dans leur tête et que derrière, j'avais du mal à aboutir ma vente. C'est exactement ce qu'on essaye d'éviter, de ne pas se retrouver avec quelqu'un qui nous dit « je reviens vers vous » parce que, enfin, vous le savez, hein, c'est un peu planté quand on nous dit ça. Donc, on met en place plein de choses pour que ça n'arrive pas. On va parler maintenant du terrain de jeu. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que fonctionne l'entreprise avec laquelle vous parlez? Quel est le cycle de décision? À quoi ressemble l'organigramme? Et notamment, il faut que vous sachiez où se situe la zone de décision dans votre entreprise. Et avec qui est-ce que vous parlez? Qui est votre interlocuteur? Dans mon cas, par exemple, la zone de décision, c'est le comité de direction, donc c'est la direction RH. Le plus tôt possible, j'essaie d'identifier mon premier interlocuteur, dans quelle zone est-ce qu'il se situe. S'il est en zone de proposition, admettons, c'est un manager ou en zone d'exécution, c'est peut-être un directeur de département ou en zone de décision, donc le comité de direction. Et si, selon le niveau de zone dans lequel se situe mon interlocuteur, mon cycle de vente va être plus ou moins long parce que si je rentre dans la zone de proposition, il va falloir que je gravisse les échelons et donc que je convainque la personne avec qui je parle, qui est en plus plutôt opérationnelle, et que je la convainque de me mettre en relation avec non seulement ses pairs, mais surtout ses N+1, et qui vont se faire le relais jusqu'à la zone de décision. Et tant qu'on n'a pas accès à la zone de décision, on n'a pas vraiment de vente. C'est quelque chose qui se retrouve quand même vraiment tout le temps. C'est que vous devez savoir où se situe votre interlocuteur et faire en sorte qu'il vous rentre et qu'il vous accompagne jusqu'à la zone de décision. Il faut comprendre qui sont vos interlocuteurs dans la vente. En fait, chaque interlocuteur a un rôle dans mon process de vente et on a repris les rôles d'un jeu d'échecs. Le premier, ça va être le rôle du roi. Donc, ce que je fais moi dans mon cycle de vente, c'est que je mappe mon compte, donc tous les interlocuteurs qui sont en lien avec moi, et j'identifie quel rôle ils ont, à quoi est-ce qu'ils correspondent et comment est-ce que je vais pouvoir agir en fonction de leur rôle. Donc, le roi, c'est facile, c'est la tête de l'entreprise. En général, on ne négocie pas avec lui. Le vrai important, c'est la reine. C'est celui qui va détenir le budget, qui va détenir la signature, et c'est souvent le commanditaire. C'est hyper important de savoir qui est le commanditaire, on en avait parlé la dernière fois. Et alors, quand le commanditaire, c'est la reine, on est presque sûr de pouvoir aboutir à notre cycle de vente. Donc, c'est super important. Ensuite, on a 3 personnages qui sont très intéressants, la tour, le fou et le cheval. Donc, le cheval, c'est la personne et pas le cavalier, parce que le cavalier, c'est nous. Le cheval, on se sert de lui pour avancer dans le process de vente. En fait, c'est en général notre premier contact. C'est la personne à qui on va faire la première qualification, à qui on va faire la première proposition de valeur. C'est quelqu'un qui est impliqué dans le processus de décision. C'est mon sponsor de la vente, c'est mon ambassadeur. Et c'est mon sponsor qui va être sponsor pour des raisons personnelles. Et c'est là que je vous disais que c'est hyper important de comprendre quels sont les enjeux du projet, quels sont les enjeux de l'entreprise, mais quels sont les enjeux de la personne. Parce qu'en fonction de ça, vous allez pouvoir driver la relation de sorte que votre sponsor vous accompagne. Donc, il faut toujours le remercier, toujours l'informer, toujours le valoriser dans toutes les étapes. Dans mon cas, par exemple, très souvent, mes sponsors, donc ce sont des RRH, par exemple, et je sais que c'est une communauté de personnes qui a besoin d'énormément de valorisation, qui est assez peu reconnue dans le monde en tout cas dans l'entreprise, parce que son rôle est complexe et pas toujours identifié comme étant apporteur de valeur. Et du coup, ils ont un grand besoin de valorisation. Donc, dans mon cas, je sais que c'est souvent ça qui est important pour eux. Donc, c'est être valorisé auprès de la reine, être valorisé en interne sur un projet qui est innovant, qui va être motivant, qui va toucher tout le monde. Et donc, je lui donne des billes pour pouvoir se valoriser en interne et moi-même, je vais le valoriser.
Donc, je vais le valoriser comment? En parlant des autres projets qui ont été hyper successful dans d'autres entreprises où je présente le porteur de projet comme quelqu'un qui a tenu bon et qui est très fort sur ça. Ou alors, quand il me met en relation avec quelqu'un d'autre et que j'échange avec cette autre personne, je vais toujours lui faire un message pour le remercier, pour lui dire grâce à vous, j'ai pu accéder à cette personne-là qui est venue un petit peu compléter ma vision et qui reprend vraiment ce que vous m'avez dit. Donc, dans toutes les étapes, je vais valoriser cette personne-là. La tour, elle est assez intéressante parce que c'est une des parties prenantes du process de décision qui a un droit de veto, donc elle est très importante. Elle a un droit de veto en général parce qu'elle est impliquée dans le déploiement. Donc, dans mon cas, c'est souvent des directeurs de département, marketing, communication, qui ne sont pas directement impactés, mais qui vont avoir un lien quand même et qui donc vont pouvoir dire non, on ne fait pas ça. Eux, ils ont besoin d'être rassurés. Et mon objectif, quand je vais échanger avec eux, c'est de voir où sont leurs enjeux, de voir s'ils comprennent la valeur, de les amener à partager cette valeur-là avec moi. Et même si je fais bien mon travail, une tour, ça peut devenir un cheval, elle peut devenir ambassadeur ensuite. En général, on reconnaît aussi la tour parce que elle va être un peu en frein, mais pas parce qu'elle veut pas que le projet marche, mais parce qu'elle a peur des implications que ça a pour elle. Donc, moi, dans mon cas, ça va probablement être quelqu'un qui va me dire ouais, mais en fait, si on déploie cet outil-là et que derrière, je sais exactement ce qui se passe dans l'entreprise et que j'ai pas les moyens d'agir, ça va me mettre dans une situation délicate. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être rassuré sur ça. On reconnaît aussi la tour en général quand elle ne va pas forcément ouvrir les portes de la hiérarchie. Donc moi, je vais demander à la personne de mettre en relation avec les autres membres du process de décision. La tour ne va pas le faire. Elle ne va pas le faire, pas parce qu'elle est contre le projet, elle ne va pas le faire parce qu'elle n'est pas encore sécurisée par rapport au projet. Et donc, elle ressent qu'elle se met en danger en le faisant. Et le fou, alors lui, il est super important aussi parce qu'il est impliqué dans le processus de décision et pour le coup, lui, il va chercher à faire échouer le projet pour des raisons personnelles. Lui, il ferme les portes de la hiérarchie, pas parce qu'il a besoin d'être assuré, mais parce qu'il a un intérêt personnel à ce que le projet échoue. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être qu'il connaît personnellement certains de vos concurrents, ça peut être que le projet a un impact négatif sur lui, qu'il a autre chose qu'il a envie de mettre en place lui personnellement, enfin ça peut être plein de choses. Et ce qui est difficile avec le fou, c'est qu'il n'est pas forcément désagréable. Il peut être hyper sympa. Il peut être juste en recherche d'informations. Ça peut être plein de choses. Mais il faut l'identifier. Et ensuite, on a le pion qui est juste un porte-parole qui va transmettre des informations, qui va parler de nous, mais qui ne va rien attendre en échange. Donc, il est un peu moins important en tout cas que les autres. L'astuce pour l'identifier, c'est que, en fait, quand dans la relation commerciale, on va demander à l'autre d'agir quasiment autant que nous. Et donc, quand on va lui demander de faire quelque chose, il ne va pas le faire. C'est-à-dire que, on dit d'ici notre prochain rendez-vous, vous validez ça en interne, ou vous me mettez en relation avec telle personne, ou vous faites ci, ça. Et en fait, elle ne va pas le faire. Et le fou, lui, il ne va pas hésiter à vous dire envoyez-moi une propale, envoyez-moi votre deck, envoyez-moi ci. Et lui, il veut plein d'infos et il ne vous donne rien en échange. Ça, c'est un très bon moyen et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument bien mapper votre compte et identifier tout le monde parce que si vous avez un fou en fait dans le process et que vous ne l'avez pas identifié et ou que vous n'avez pas rassuré toutes vos tours, votre fou, il va planter votre process. Mais si vous avez mappé tout le monde, que vous avez rassuré toutes vos tours, que vous avez vos ambassadeurs et que vous avez accès à la reine, le fou va rien pouvoir faire finalement contre le projet. Alors, le fou, on ne l'esquive pas. On l'identifie, ça c'est génial. Et donc, on sait qu'il est là et qu'il va pouvoir impacter notre projet en interne. Ce qu'on fait en revanche, c'est qu'on a d'autres interlocuteurs. On en a beaucoup d'autres. On en a 2, 3, 4 autres interlocuteurs qu'on va travailler et qu'on va amener à faire avancer le projet. Et donc, ce sont eux qui vont aller contrer le fou. Nous, on ne peut pas le contrer. On peut juste savoir qu'il existe et que donc, tout ce qu'on nous dit, il faut qu'on sécurise. Il faut qu'on soit là. Il ne faut pas qu'on lui laisse trop d'espace. Du coup, on va parler de l'investigation de compte. Donc, l'investigation de compte, c'est ce qu'il faut que vous fassiez tout le temps. En fait, vous investiguez votre interlocuteur, donc vous faites la qualification du projet au départ et vous obtenez vraiment toutes ces informations-là. Vous avancez dans votre projet et vous mappez l'entreprise. Donc, vous identifiez si vous êtes au niveau d'exécution, au niveau de proposition ou au niveau de décision. Vous identifiez qui sont les interlocuteurs avec qui vous parlez. Donc, sur votre papier, vous avez vraiment les personnes, un tel c'est ci, un tel je m'appuie sur lui, etc. Donc, vous avez ces informations-là. Et pendant tout le long de votre process, surtout c'est un process un petit peu long. Pour ma part, j'ai des process de vente.
bon, c'est un peu miraculeux quand ça arrive, mais de temps en temps, j'arrive à signer des très gros contrats entre 2 et 3 semaines. Mais ça, c'est pas du tout représentatif. La moyenne, pour moi, c'est 4 mois. Et des fois, j'ai des projets sur lesquels je travaille pendant 6 mois. Donc pendant ce temps-là, je dois faire une investigation de compte. C'est hyper important. C'est ce qui me permet de savoir quelles sont les informations que j'ai, quelles sont les informations que je n'ai pas. Et est-ce que en fait, dans mon projet, dans mon opportunité, je suis bien située ou pas. Parce que c'est mon cas et je suis sûre que c'est votre cas aussi. Moi, je suis assez émotionnelle. Et donc, quand il y a quelqu'un qui est trop sympa avec moi, j'ai l'impression que c'est trop cool, etc. Je me dis, ah, c'est sûr, ça va signer, c'est génial. Et en fait, après, je fais mon investigation de compte et je me dis, ah non, en fait, j'ai zéro info, j'ai rien triangulé, c'est n'importe quoi. Non, en fait, redescends dans du concret et travaille pour de vrai. Du coup, l'investigation des comptes, c'est ce que tu vois, ce que tu sais dans l'entreprise. Donc, c'est le nombre de contacts que tu as. Donc, il t'en faut plusieurs, hein, on est d'accord. On ne travaille jamais avec une seule personne parce que quand on travaille avec une seule personne, ça signifie quoi? Soit qu'on ne lui a pas demandé d'autres contacts, soit qu'elle n'a pas voulu nous en donner. Et qu'est-ce qui se passe quand on est face à une seule personne? Ben, si ses priorités changent, on n'a plus de son, plus d'image. Si jamais elle part, on n'a plus de son, plus d'image. Si jamais, bref, on est éjecté d'un deal si jamais on a un seul contact. Ensuite, j'ai les verbatims et les dates des entretiens que j'ai eus. J'ai mes pièces qui sont identifiées, donc qui est quoi dans l'entreprise. Ce que j'ignore, ça va être les pièces qui sont encore à valider, donc les informations que je dois obtenir, les questions que je n'ai pas posées, toutes les suppositions que je fais et tous les warnings. Et à partir de ces éléments-là, je vais faire ce qu'on appelle une analyse d'opportunité. Donc, ce sont 8 questions sur lesquelles je vais m'auto-donner une note de 0 à 5. 0 étant, j'ai pas du tout les éléments, et 5 étant, j'ai tous les éléments. Donc, la première question que je me pose, c'est ai-je un déclencheur? Ai-je un commanditaire du projet? Sont-ils connus et triangulés? C'est-à-dire, sont-ils connus? C'est-à-dire, oui, le DRH, oui, il y a un commanditaire, d'accord, mais qui est le commanditaire? Est-ce que je sais qui c'est? Le DRH. Qui est le DRH? Ah, c'est monsieur Untel. OK. Donc là, mon déclencheur, il est connu. Et mon projet, mon commanditaire, il est connu. Est-ce qu'il est triangulé? On considère que dans un compte complexe, l'information n'est pas réelle tant qu'elle n'a pas été validée par 3 personnes indépendamment. Donc, je ne peux pas me fier à ce qu'une seule personne dit. C'est pour ça que c'est vachement bien d'avoir plusieurs interlocuteurs parce que je vais pouvoir reposer des questions, je vais pouvoir redemander et peut-être que la personne va m'apporter une information complémentaire. Ah oui, oui, c'est le DRH qui effectivement est le commanditaire, mais c'est le DG qui lui avait dit ça. Vous voyez? Donc, c'est important, ça vous donne des informations qui sont précieuses. Ensuite, est-ce que j'ai des enjeux qui sont connus et est-ce qu'ils sont triangulés? Si je n'ai pas d'enjeu, je n'ai pas de projet, encore une fois. Est-ce qu'ils sont triangulés? Parce que mes enjeux, ils sont pris sous le prisme d'une personne. Est-ce qu'il y a des enjeux communs? Il faut que je le sache. Est-ce qu'il y a un budget qui est alloué? Et est-ce que c'est triangulé? Ça ne vous suffit pas, même si on n'aime pas faire ça. Il faut le demander à toutes les personnes avec qui on parle. Est-ce qu'il y a un budget qui existe sur ce sujet-là? C'est important. Est-ce que le timing du projet est connu et triangulé? Est-ce que j'ai identifié et est-ce que j'ai accès à toutes les pièces? Donc, dans quel espace de décision, dans quel espace je me trouve? Est-ce que j'ai accès à ces pièces-là? C'est quelque chose qui semble un peu difficile, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. C'est juste une petite gymnastique qui nous sort un tout petit peu de notre zone de confort. Ensuite, j'ai au moins un cheval, donc j'ai au moins un ambassadeur du projet. On ne peut pas se battre tout seul, parce qu'en fait, on ne se bat pas, on aide l'autre à se battre. Donc, il nous faut quelqu'un sur qui s'appuyer. Ensuite, j'ai listé toutes les suppositions que je fais par rapport aux informations que je n'ai pas et j'ai les réponses à ces suppositions-là. Et enfin, le dernier point, est-ce que l'offre que je propose est adaptée à leur enjeu? Ou est-ce que j'essaie de faire rentrer un truc dans une case mais dont je sais que ça ne rentre pas vraiment en réalité? Donc ça, ce sont les questions que vous devez vous poser et vous allez vous les reposer tout au long du cycle. Et vous allez être un peu honnête par rapport à ça. Et donc, si vous avez moins de 10 points en ayant répondu à toutes ces questions, alors là, c'est simple, il faut repartir sur l'identification des enjeux. En fait, il faut quasiment reprendre le process au début. Si vous avez entre 10 et 20 points, il faut revalider des éléments de budget, d'enjeu et de timing. Donc, ce sont les autres éléments du projet. Quand vous avez entre 20 et 30 points, vous êtes plutôt bien. Et dans ce cas-là, il faut renforcer votre influence avec les différentes pièces, donc avec les différents interlocuteurs du projet.
Et si vous avez plus de 30 points, vous avez de très bonnes chances d'aboutir votre projet. Dans ce cas-là, vous pouvez être carrément dans… là, on est dans le dernier tunnel de vente et là, vous maximisez, vous mettez toute votre énergie pour closer ce deal-là le plus rapidement possible. Parce que le temps, c'est un élément très, très impactant dans le cycle de vente. C'est que tout change, les priorités changent, l'intérêt des gens change. Et tant que ce n'est pas signé, tout peut disparaître du jour au lendemain. Driver la relation, on en parle depuis le début, mais c'est vraiment, ça doit être le fil rouge de votre vente, c'est de maintenir un équilibre entre ce que vous demandez et ce que vous donnez. On ne donne pas trop d'informations, on l'a dit, on donne les informations au bon moment dans le cycle et on demande à l'autre des informations. Et donc, quand on demande une information à l'autre et qu'il nous la donne, c'est une preuve qu'on arrive à maintenir cet équilibre. Moi, par exemple, maintenant que je suis sur un marché qui est un peu plus mature, ça m'arrive très souvent d'être face à un interlocuteur qui me dit qu'il regarde le marché. Et quand cet interlocuteur me dit « je regarde le marché », moi, je lui demande toujours « qui est-ce que vous avez rencontré ? Qui est-ce que vous avez l'intention de rencontrer ?» Et là, je vois tout de suite si la personne me donne les noms des interlocuteurs et me donne les noms des concurrents, ce qui me donne des informations hyper riches parce que derrière, je sais que dans mon CAB, je vais axer sur ma valeur par rapport à leurs besoins et surtout sur les différences que j'ai par rapport à mes concurrents. Ou alors que la personne ne va pas souhaiter me le dire. Et si je la confronte, je vais voir qu'elle ne souhaite pas me le dire. Donc, chaque entretien qu'on va avoir, je prends mes notes, je m'étais noté des petites choses que je voulais vous dire sur ça. Chaque entretien vise à détecter le niveau de fiabilité de mon interlocuteur et donc vise à voir si je fais tout ou est-ce que j'arrive à aussi faire des choses à mon interlocuteur. Et donc, j'ai noté quelques petites phrases que j'ai l'habitude de dire pour l'engager là-dedans. Donc, quand j'ai besoin d'une information que je ne sais pas trop comment faire, en général, je dis c'est important que je puisse avoir la vision de un tel, comment est-ce qu'on peut faire ? Ou alors de la visibilité sur tel sujet, comment est-ce que vous pouvez m'aider ? Ou je demande de l'aide en fait à l'autre. Quand je me retrouve face à quelqu'un qui va être un peu en frein sur le fait de me mettre en relation avec quelqu'un d'autre, moi, j'essaie d'être rassurante et de dire j'ai bien l'habitude de travailler sur ces sujets-là. On est sur un sujet de change et donc, c'est important d'accompagner votre organisation. Et moi, je suis prête à investir du temps auprès de vous pour faire en sorte que ce projet marche. Et donc, pour ça, il faut que je comprenne votre sujet, il faut que je puisse échanger avec les interlocuteurs. Et voilà, l'idée, c'est toujours de rester dans la démarche de montrer à l'autre qu'on est là pour l'accompagner et qu'on l'engage à nous aider, en fait. Quand la personne n'est pas trop… Enfin, en fait, me dit quelque chose du style, ça arrive de temps en temps, elle est un peu fermée, elle me dit « non, mais présentez-moi et puis on verra ». Ça arrive un peu de temps en temps. Et du coup, je vais lui dire des choses du type « je vois à quel point c'est clé pour vous ce sujet et c'est important que je comprenne comment est-ce que vous voyez les enjeux autour de ce sujet-là. Comment est-ce que votre DRH voit les choses? Depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans l'entreprise? Quels sont les projets qui ont fonctionné, etc. » L'idée, c'est de comprendre quels sont les drivers de la personne. Donc voilà, en gros, toujours vous poser la question avant un entretien et après, qu'est-ce que je lui ai demandé de faire pour moi et qu'est-ce que moi j'ai fait pour elle et est-ce que ça c'est équilibré. Du coup, je vais vous parler de ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie tourisme commercial. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais alors moi, j'en ai occupé des personnes sur des meetings de toute l'après-midi qui sont des meetings de tourisme commercial. Le tourisme commercial, c'est quoi ? C'est des gens qui viennent en rendez-vous avec vous et ils sont plus ou moins nombreux, ça peut être de 1 à 10 personnes et ils assistent à votre présentation et en fait, vous êtes là pour animer leur après-midi. Eux, ils sont là pour occuper leur journée. C'est ce qu'on appelle du tourisme commercial. Et alors ça, mais j'en ai vraiment fait beaucoup avant de me rendre compte. Et à l'époque, ce que je me disais, c'est non, mais enfin, les gens ont quand même un travail, ils ont une vie, quoi. Si jamais ils veulent me voir, c'est qu'ils ont un intérêt. Et alors ça, là où j'avais raison, c'est qu'effectivement, ils avaient un intérêt. Mais là où je me trompais, c'était sur l'intérêt qu'ils avaient à me voir. Et l'intérêt qu'ils avaient à me voir, en fait, ces personnes-là, c'était montrer à leurs collègues qu'ils étaient en train de faire quelque chose, puisqu'ils étaient en réunion, donc c'était important. Et potentiellement même faire passer leur temps, nourrir leur créativité, je ne sais pas quoi, sauf que en fait, ça pour nous, c'est la mort d'un projet, ça ne sert à rien. Donc, tout faire pour éviter le tourisme commercial. Donc, normalement, si vous avez bien drivé au départ la relation, il y a moins de chances que ça arrive, mais ça peut arriver. Du coup, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça n'arrive pas avant la réunion ? Alors ça, c'est vraiment une bonne pratique qui est un peu difficile à mettre en place, mais quand on le fait, ça change la donne. Enfin, c'est pas difficile à mettre en place, mais ça demande d'être un petit peu résilient.
En fait, avant la réunion, il faut obtenir les contacts de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que quand la personne va vous dire oui, c'est super, je voudrais organiser une réunion avec les différents interlocuteurs, avec le comité de direction, avec mon équipe RH, peu importe. Ça doit vous arriver tout le temps, moi ça m'arrivait tout le temps. Et bien en fait, la bonne réponse à ça, c'est de dire ok, super, qui sera présent à cette réunion? Qui sont ces personnes? Moi, il faudrait que j'échange pendant 10 minutes avec elle au téléphone avant le meeting pour bien préparer cette réunion-là. Et si la personne ne vous donne pas les contacts, clairement, là, vous avez un sujet. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour animer les gens, vous êtes là pour faire avancer un projet. Donc, il faut réussir à ce moment-là à lui expliquer que c'est important que vous compreniez les enjeux de la personne, des personnes, et que c'est important que vous puissiez orienter la présentation que vous allez faire par rapport au projet. Donc, c'est super important, d'autant que ça va vous permettre de savoir s'il y a un fou dans l'histoire, s'il y a des enjeux entre les personnes. Donc, certains qui ont... moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, parce que je ne l'avais pas fait, de me retrouver dans une réunion où, en fait, on avait la direction RH qui portait le fait de passer sur du feedback continu des collaborateurs, donc exactement ce que je proposais. Et qu'en fait, il y avait la direction de la com qui, elle, gérait la grande enquête de climat social. Donc, elle n'avait pas du tout envie. Elle avait vraiment envie de plomber mon projet. Et en fait, quand on se retrouve face à quelqu'un qu'on n'a pas identifié avant, on n'a pas pu un peu la désarmer et voir ce qui était important, on se retrouve face à un groupe de personnes où on va se faire plomber et c'est pas rattrapable ça. Donc c'est super important de qualifier, trianguler les besoins et surtout préparer un document de travail pour la réunion. Parce que ce qu'on va faire, c'est que cette réunion, ça ne va pas être une réunion de présentation, ça va être une réunion de co-construction. Donc les choses à faire avant, c'est prendre les contacts de toutes les personnes, échanger avec elles, valider tous les éléments, identifier s'il y a des fous ou pas dans l'histoire. Préparer un document de travail. Donc, c'est en fait une présentation qui va reprendre les contextes, les enjeux, etc. Mais que vous allez solliciter un rendez-vous avant cette présentation avec votre ambassadeur et lui dire « Je veux qu'on valide ensemble qu'on est sur la bonne voie, qu'on est plus ou moins d'accord. » Si la personne vous dit oui, qu'elle investit du temps, elle investit sur vous, elle investit sur le projet. Donc là, vous pouvez avancer, c'est un document de travail. Pour les qualifier, les personnes de cette réunion-là, vous n'avez pas besoin de plus de 10 minutes. Ce n'est pas la peine de faire un travail vraiment en profondeur, mais il faut que vous ayez au moins identifié quel type de personne c'était. Préparez le document de travail sur une trame, vos enjeux, notre proposition, les prochaines étapes. On n'est pas là pour les amuser, on est là pour valider les prochaines étapes. Nous, c'est ça qui est important. Pour nous, ce meeting, il permet que tout le monde soit OK sur la valeur, tout le monde soit OK sur le projet et qu'on ait validé les prochaines étapes. Pendant la réunion, l'objectif, c'est que ce soit une réunion de co-construction. Et pour ça, comment est-ce qu'on fait? Donc déjà, on connaît tout le monde. Dans la réunion, on a échangé avec tout le monde, donc c'est génial. Et donc là, on va pouvoir récapituler les enjeux. Et si on a bien fait notre travail, on aura repris du wording qui nous aura été donné par les différentes personnes. On aura les enjeux un peu de tout le monde qu'on va pouvoir présenter. Et ça va donner l'impression à l'Assemblée qu'on les comprend, qu'on est vraiment là pour eux. Et donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'annonce quelque chose, donc je dis quelque chose, et ensuite je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous expliquer? Est-ce que sur le contexte, j'ai bien compris votre besoin? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez modifier? Est-ce que dans le wording, on est d'accord? Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés? Alors là, soit il y a une des personnes qui dit moi je suis pas tout à fait d'accord, il y a un peu ça qu'on a mis de côté, il y a ci, il y a ça. Ça me permet soit d'avoir des informations complémentaires, mais en même temps de leur renvoyer l'image que je suis une des leurs. Je les comprends. Et souvent, en plus, ça implique quelque chose qui est assez intéressant que vous allez pouvoir identifier dans l'assemblée, c'est que les gens vont vous faire oui de la tête pendant que vous parlez. Et s'ils commencent à vous faire oui de la tête au début parce que vous avez proposé, en fait, vous avez parlé comme eux et vous avez montré que vous partagiez leur contexte, que vous le compreniez aussi bien qu'eux presque, et bien, ils vont continuer à faire oui de la tête pendant votre proposition, pendant votre présentation et vous les amener à la vente. Vous allez voir, c'est hyper fort. Ce qui est important là-dedans, c'est que toujours pareil, en fait, on drive la relation, on leur demande de valider ou de faire modifier. Ils ne sont pas passifs, ils sont dans l'action. Je vous ai même mis une petite trame que je voulais vous dire. Donc, en 1, donc, on se présente ce qu'on fait, les raisons d'être de l'entreprise. On valide la compréhension de leurs besoins. On les fait réagir sur leurs enjeux. Donc là, on est bon sur ça. Ensuite, on va faire la proposition de la solution avec l'argumentation sur les avantages, sur la valeur. Et donc là, on valide ensemble qu'on est d'accord sur tout ça. Et ensuite, la partie qui est la plus importante pour moi, c'est on valide les prochaines étapes. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que
moi, j'avais noté que votre décision, vous pourriez la prendre aux alentours de telle date-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments valides? Est-ce qu'on est d'accord sur le timing de déploiement? Est-ce qu'on est d'accord sur le projet de déploiement? Est-ce qu'on doit parler de budget à ce moment-là ou pas? Avec qui est-ce qu'on va parler de budget? Parce que qui va porter le budget? Normalement, ces éléments-là, je les ai plus ou moins. Donc, je sais si je vais en parler ou pas pendant le meeting. Et en plus, là, pour le coup, en période de confinement, en général, ces meetings-là, ça va être sur du global pour rassurer tous les interlocuteurs sur le projet, etc. Et la partie vraiment financière, on la négocie en général avec notre interlocuteur qui est le commanditaire. Et donc, en fait, on valide les prochaines étapes et ce qu'on fait, ce que moi j'adore faire, c'est si j'ai réussi à obtenir un timing, et j'ai réussi à obtenir un timing, parce que si je n'ai pas de timing, je n'ai pas de projet, rappelez-vous. Et donc, à partir de la date programmée de déploiement, admettons en septembre, moi, j'ai proposé un rétro-planning et je fonctionne comme ça. Je dis, bon, bah, du coup, on est tous d'accord sur le fait que vous voulez déployer en septembre. Du coup, sur les éléments qu'on doit valider d'ici là, c'est la valeur du projet et la pertinence de ça. On est d'accord sur ça? Oui. D'accord. Du coup, il faudrait qu'on puisse nous intégrer toutes vos données dans l'outil, qu'on ait validé toute la partie juridique et la partie technique. Donc, ça signifie approximativement qu'il faudrait qu'on soit d'accord sur toutes les modalités de l'offre d'ici 3 semaines. Donc, je vous propose qu'on fasse un meeting la semaine prochaine pour valider les premiers éléments. Vous en discutez de votre côté et on se fait un retour. Donc là, vous avez vraiment votre roadmap qui est prête sur la suite. Vous leur donnez de la visibilité, vous leur expliquez pourquoi est-ce qu'il faut avancer à ce rythme pour tenir leur propre planning. Alors, moi, j'essaie d'obtenir pendant le meeting un engagement de principe et un calendrier. Là, ça, c'est vraiment super. Ensuite, après le meeting, il faut que vous ayez un débrief avec votre interlocuteur, votre ambassadeur, pour savoir comment ça s'est passé, tout le monde était content, du coup, est-ce qu'on est d'accord sur les prochaines étapes, etc. En fait, la fourchette, c'est juste pour dire que le prix dépend du projet et que si eux, ils s'investissent dans le projet, moi, je peux leur donner un prix. Mais ça leur demande de s'investir. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, de ce qu'on s'est dit, la fourchette, a priori, c'est ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on valide tous les éléments du projet, timing, périmètre, blablabla, blablabla, truc d'engagement, que moi, à partir de ces éléments-là, dès que vous me les avez validés, je vous fasse une propale financière et on prend un rendez-vous pour en discuter. Et là, ça permet, tu as ta valeur. Tu les obliges à avancer sur les détails du projet qui te permettent, toi, de structurer un prix, même si tu sais toujours combien ça coûtait en réalité, mais bon, ça, on s'en fout. Et en fait, tu vas pouvoir, en fait, tu les obliges, eux, à valider des éléments pour obtenir l'information dont ils ont besoin, qui est le prix. Et après, tu prépares ta propale, tu ne leur envoies pas. Tu n'envoies pas la propale parce qu'il ne faut pas qu'il soit tout seul quand il la lise. Propose un rendez-vous pour échanger sur cette propale-là. Hop, tu obtiens ton rendez-vous téléphonique ou face à face. Tu envoies la propale une fois qu'il a décroché, ou tu fais en partage d'écran et où tu lui lis ta propale financière. Je dis, du coup, comment est-ce qu'on avance par rapport à ces sujets-là? Et là, on va entamer la phase de négociation. Peut-être qu'il va arriver soit un prochain rendez-vous, mais on laisse jamais une personne seule avec la propale. La partie financière, c'est ce qui fait le plus peur. Donc, on doit être là, absolument. En fait, en envoyant par mail, c'est un peu genre, je fais ça et on va voir ce qui se passe. Ouais. On ferme les yeux et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est savoir. Et en plus, la personne, si elle la lit à chaud devant vous ou au téléphone avec vous, elle va vous dire des choses super intéressantes, genre ah mais non, mais ça veut dire qu'il faut que je négocie tel budget-là. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était c'était super intéressant, c'est que j'avais gardé ma propale justement pour un meeting, une visio. Et donc, quand je lui ai dit, le mec, il réfléchissait en direct avec moi. Ça, c'était génial. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui du coup, est investi. Et il me disait, bon, alors par rapport au budget que vous proposez, ça veut dire qu'il faut que je récupère du budget de là, je peux récupérer du budget de telle et telle filiale pour obtenir ça. Par contre, sur ça, et tu vois, je savais déjà, en gros, le mec, parce qu'il réfléchissait à voix haute pendant que je lui ai lu, pendant que je lui ai partagé ma propale, il m'a donné les arguments pour savoir à quel niveau je pouvais négocier et jusqu'où. Tu vois, en gros, sans s'en rendre compte, il m'a dit que le prix maximum qu'il pourrait mettre, c'est 75K. Et moi, je savais que du coup, on pouvait partir sur de la négo, mais j'avais pas besoin de négocier plus bas parce qu'en fait, tout ce budget-là, il l'avait quelque part. J'y pense aussi, mais votre présentation, vous pouvez l'envoyer, il n'y a pas de souci. Vous l'envoyez après la réunion, par contre.
Donc, parlons de la négociation, si vous n'avez pas d'autres questions sur ça. Donc, la négociation, elle commence quand on est d'accord sur la proposition de valeur. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la partie financière, elle nécessite qu'on soit d'accord sur la valeur, sur le projet au global. Et du coup, en contrepartie de ça, moi, je suis capable de vous apporter un prix, entre guillemets, ferme, une proposition commerciale. Je ne vais pas l'envoyer par email parce que sinon, on a compris pourquoi. Et parce que aussi, j'essaie d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir négocier. En fait, la négociation, si elle arrive trop tôt, en plus, le risque, c'est que vous allez négocier avec une personne pour la rassurer ou je ne sais pas, parce que vous pensez que c'est le bon moment, mais la négociation, elle arrive en fait quand le projet est validé, quand on arrive à la négociation. On est d'accord sur tout, sauf sur les modalités qui sont le prix. On ne commence pas à négocier alors que la personne ne vous a pas dit « oui, je m'engage à travailler avec vous ». Parce que si vous faites ça, vous allez négocier avec l'interlocuteur 1 qui va donner des informations à l'interlocuteur 2, etc. Et derrière, vous vous retrouvez, c'est gratuit ce que vous faites. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en gros vous dire ce sur quoi vous êtes prêt à négocier, ce qui est important pour vous en dehors du prix. Donc, par exemple, ce qui est important pour moi en dehors du prix, c'est la durée d'engagement. Est-ce que la personne peut s'engager sur plus d'un an? Et dans mon cas, c'est éventuellement un ramp-up, c'est-à-dire elle s'engage sur, admettons, 500 personnes, mais il y a un potentiel d'engagement sur 2000 personnes. Ça, c'est un ramp-up. Si jamais j'arrive, maintenant je le fais hyper souvent parce que ça marche hyper bien. En fait, je suis face à une personne qui veut s'engager sur 500 personnes, mais elle veut négocier des prix, blablabla, et je sais qu'elle a un volume de 2000 personnes. En fait, je vais transformer la négo sur leur dire, moi, je vous applique tous ces éléments, ce prix sur les 2000 personnes. Si vous vous engagez sur 2000 personnes, et ce qu'on va mettre en place, c'est des critères de succès. Donc, on va commencer sur les 500. Si à la fin des 2, 3, 6 mois d'utilisation sur les 500, on a rempli tous les critères de succès qu'on a définis ensemble, le contrat va passer automatiquement sur 2000. Et ça me fait gagner un temps fou. Parce qu'en fait, j'ai signé un contrat sur 500, 2000 et je n'ai pas de renégo derrière. Donc ça, c'est vraiment super pour moi. Qu'est-ce qui m'importe aussi, moi, c'est que la personne soit capable de s'engager tôt. Parce que nous, je ne sais pas si c'est le cas sur tout le monde, mais nous, on a un vrai sujet sur le timing. En fait, plus tu raccourcis ton cycle de vente, plus tu as du temps, plus tu sécurises en fait l'avenir. Donc, des fois, une personne qui est prête à s'engager dans le mois, c'est beaucoup plus simple pour moi et je préfère appliquer une réduction sur ça. On peut avoir d'autres éléments, par exemple des témoignages, on peut avoir des recommandations. Donc, il y a plein de sujets qui peuvent être importants pour nous, donc il faut les lister. Et il faut lister ce en dessous de quoi vous n'allez pas descendre. C'est-à-dire que la personne en face, elle va vous dire je veux, oui, mais moi, je peux pas descendre en dessous de ça. Ou qu'est-ce que vous me proposez comme réduction? Donc, vous proposez jamais une réduction sans rien. En fait, vous pouvez dire, ce que je peux vous proposer, moi, c'est de faire telle réduction si jamais vous êtes en mesure de vous engager sur 2 ans. C'est toujours, tiens, je prends, je donne. La négociation, c'est pas juste vous acceptez ce que l'autre demande. C'est vous acceptez ce que l'autre demande en échange d'obtenir quelque chose d'autre. Ça, c'est quand vous négociez avec votre interlocuteur. Quand vous négociez avec le service achat, ce qui peut arriver aussi, déjà, il faut commencer par vous rassurer. Si jamais le projet arrive au service achat, c'est qu'il sera signé. Donc, même s'ils vous font peur, les acheteurs, parce qu'eux, ils ne voient pas la valeur, ils n'en ont rien à foutre, donc c'est plus difficile, ils sont obligés, en fait, de partir avec votre projet. Ils ne peuvent pas dire non, mais ils n'ont pas accepté les négos, c'est mort. Bon, en revanche, eux, ils sont là pour justifier leur présence dans l'entreprise, donc ils vont négocier dans tous les cas. Ce qui est pas mal dans ce cas-là, avec les acheteurs, c'est facile de négocier sur du temps d'engagement ou de la signature plus rapide. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Je vous ai pris un cas qui était le cas qui m'arrivait tout le temps. C'est que j'avais l'impression de vachement bien faire les choses et je faisais ma démo devant plein de gens. C'était du tourisme commercial, mais à l'époque, je ne le savais pas. J'envoyais ma propale. Et ensuite, quand j'essayais d'avoir des retours, c'était ils attendent une proposition pour réfléchir. C'était ce qu'ils me disaient tout le temps. C'est l'enfer. C'est l'enfer parce que quand tu arrives à ce moment-là, c'est que tu as donné toutes tes billes et eux, ils ont tout en main et tu n'as plus rien pour les retenir, pour les obliger. Donc, en fait, c'est la pire situation commerciale qui peut arriver. Et c'est pour ça qu'on met en place tout ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça que la proposition qu'on va faire, c'est la contractualisation d'un accord déjà entériné. C'est-à-dire que
on a validé tous les éléments de la valeur. On a même fait un rétro-planning avec eux par rapport à la date de lancement déployé. Bon, après, plus ou moins complexe en fonction du montant du deal, etc. Mais on a tout validé avec eux. Et ensuite, on a réfléchi à une proposition commerciale qu'on a débriefée au téléphone. On a négocié, au téléphone ou en face à face, ou en visio. On a négocié ça. On valide ces éléments. On se met d'accord au téléphone. C'est-à-dire qu'on ne raccroche pas alors qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que dans ma négo, non, mais moi, ça ne me convient pas. Ok, mais est-ce que ça vous conviendrait? Et si jamais on n'aboutit pas à un accord pendant la réunion, on dit, on dort dessus. Lundi à telle date, on s'en reparle. Et vous, d'ici là, vous en avez parlé à votre directeur général si vous devez avoir ça. Enfin voilà, vraiment, on valide une prochaine date toujours pour la suite, comme ce qu'on fait pendant tout le process. Et du coup, ça permet de pallier on attend une proposition pour réfléchir. Quand ils vous disent envoyez-nous une propale, on verra, en général, c'est qu'ils ont d'autres interlocuteurs avec qui ils veulent en parler, mais du coup, on ne sait pas qui c'est. Enfin, c'est plein de choses qui doivent nous mettre la puce à l'oreille. Et si jamais ils nous disent qu'ils attendent une proposition pour réfléchir, il faut leur demander pourquoi est-ce qu'ils attendent une proposition pour réfléchir. C'est-à-dire, en fait, à qui est-ce qu'ils doivent en parler, qu'est-ce qu'ils doivent valider, quels sont les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, etc. Il faut déminer ce sujet-là. Ah oui, alors je me suis noté quelques phrases que je disais de temps en temps quand je me retrouvais dans cette situation. Donc je vais leur dire, je suis prête à investir du temps pour réussir ce projet. Et je sais qu'envoyer une proposition, ça ne va pas solutionner les choses. Donc je vous propose plutôt d'organiser une webconférence avec les interlocuteurs qui ne sont pas présents et qui doivent entendre parler de ça. Donc ça peut être ça, par exemple. Ou alors, je vais vous aider à préparer une présentation pour ces interlocuteurs-là, etc. Alors, je vais impliquer la personne aussi en disant, mais j'ai très envie de travailler avec vous et le projet de conduite du changement commence dès la vente. Et donc, moi, je suis prête à vous aider pour accompagner vos équipes. Et donc, mais j'ai besoin de votre aide pour ça. Donc, pour la proposition, s'il demande la proposition, donc il faut demander qu'il me retourne des éléments de confirmation sur les périmètres, qu'il fasse des efforts pour envoyer les éléments en échange si on n'a pas pu les avoir par téléphone. Et en gros, une fois que vous avez envoyé la propale, vous avez perdu la main. Donc, s'il y avait d'autres questions soulevées, s'il y avait d'autres zones de stress ou d'autres interlocuteurs qu'on n'avait pas identifiés, en fait, je ne pourrais pas être là pour y répondre. Et là, mon process s'arrête. C'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut le plus travailler pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Et je n'ai pas vraiment la solution à vous donner comme ça sur qu'est-ce qui se passe. En fait, quand ils attendent une proposition pour réfléchir, en général, c'est la résultante d'un mauvais process de vente et d'une mauvaise gestion pendant tout le long. Et je sais même pas si c'est rattrapable. Moi, je ne crois pas que j'aurais déjà réussi à rattraper un projet qui en est là. Je n'ai peut-être pas essayé comme il fallait. Mais notre objectif, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation-là, justement. Là, pour le coup, c'est pas bien. Non, parce que là, tu travailles, en fait. Eux, c'est comme s'ils te payaient au succès, sauf que c'est pas possible, ça. Enfin, c'est comme si moi, je mettais à disposition ma solution et que si jamais ils estiment que les résultats leur conviennent, ils me payent. Alors là, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir te répondre là sur comment faire parce qu'il faut qu'on en discute beaucoup plus. Il va falloir qu'on prenne des détails sur qui sont tes interlocuteurs, qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement et qu'on voit ensemble à la limite comment est-ce que tu peux cadrer pour la suite. Mais moi, tu vois, je me suis déjà retrouvée dans des process où en fait, j'étais prête à arrêter le process. C'est-à-dire à dire non, mais en fait là, on avait déjà commencé en fait à bosser sur le déploiement opérationnel, j'avais toujours pas de contrat. Ça, c'était pas possible. On se fait avoir de temps en temps parce que voilà. Et en fait, à un moment, j'ai appelé la directrice générale de l'entreprise avec qui c'était et je lui ai dit en fait, là, demain, on arrête de travailler si vous ne signez pas ce contrat. Ça faisait 3 semaines que ça traînait. Et elle l'a signé le contrat. Alors, ça lui a pas trop plu que je lui ai foutu la pression, mais en fait, à un moment, si on ne fout pas la pression aux gens, si on ne les amène pas là où c'est important pour nous, où c'est juste, ils ne vont pas le faire d'eux-mêmes.